à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. 2020 sera une année électorale sur le continent africain. Après le Togo, le samedi 22 février, 6 autres élections présidentielles sont prévues. Le Burundi, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana et enfin le Niger. Des élections législatives et communales sont également attendues au cours de cette année dans plusieurs pays africains. Il s'agit du Cameroun, de la Tunisie, du Burundi, du Niger, de l'Éthiopie, du Mali et du Tchad. Toutes ces élections seront-elles apaisées, crédibles et transparentes? Pourront-elles entraîner un renouvellement de la classe politique? Pour en parler, je suis en compagnie du politologue Dr William Agblenon et du journaliste Thomas Guessambi. Messieurs, bonjour. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, après l'instauration du multipartisme en Afrique dans les années 90, on observe progressivement la mise en place d'éléments normatifs et opératoires pour rendre crédibles les élections présidentielles sur le continent. Peut-on les énumérer? Docteur Agblenon. Merci. Depuis 1990, les États africains ont fait beaucoup de progrès en matière d'organisation électorale, même si les nombreux conflits liés aux échéances électorales tendent à montrer que ceci reste le maillon faible, le talon d'Achille de la démocratie africaine. Mais en matière d'efforts, il y a par exemple les innovations institutionnelles telles que l'invention des commissions électorales nationales. Qu'elles soient autonomes ou indépendantes, elles sont des inventions africaines. Ça n'existe sur aucun autre continent avant. Donc ça a été le fruit de l'imagination politique des États africains, enfin des Africains. Il y a eu beaucoup de constitutionnalisation de la périodicité des élections. Désormais, on sait à l'avance qu'il y aura élection, on connaît les dates et puis il y a un effort de respecter ces échéances électorales. Il y a eu aussi des efforts au niveau régional en matière d'observation électorale, donc avec toutes les missions d'observation qui sont régionales et puis parfois même internationales. On peut aussi énumérer tout ce qui est lié à la sécurisation des échéances électorales parce que aujourd'hui, les scrutins apparaissent beaucoup plus sécurisés qu'avant. On interdit, enfin, à quelques rares exceptions près, on n'interdit plus à quelqu'un d'aller voter ou il n'y a plus de violence qui empêche les gens d'aller voter. Donc tout n'est pas rose, certes c'est vrai, mais il y a eu quand même des efforts en matière d'élections depuis 1990. Mais est-ce suffisant, Thomas Guessambi? Est-ce suffisant sans forcément être équilibriste? La proportion d'élections, on va dire, difficilement acceptable en termes de processus et en termes de résultats est beaucoup plus grande que la proportion des élections applaudies. Cela dit, sans peut-être revenir sur les éléments que Dr Agblenon a relevés ici, de l'instabilité qui est partie de la décolonisation, de l'indépendance des pays. On est allé à un statut de père fondateur jusqu'en 90, en commençant naturellement par la Côte d'Ivoire. Je veux dire, les innovations qu'il y a eu, c'était peut-être impensable que quelqu'un puisse se présenter devant des pères fondateurs comme opposants, comme candidats. Il y a eu ces cas de figure. Il y a eu aussi des avancées où on est parti de plusieurs bulletins qui favorisait facilement la fraude à des bulletins uniques. Il y a eu aussi pas mal d'avancées sur le processus, le listing, le financement des partis politiques. Il y a eu des avancées, mais la marche est longue. Elle est tellement longue qu'elle est loin de s'achever maintenant. Alors, pendant la préparation des élections, on va dire que les pays africains sont confrontés à deux problématiques majeures. Le recensement de la population, certainement pour des raisons logistiques, vous allez nous expliquer, et aussi cette fameuse commission électorale dont vous venez de parler, qui est souvent contestée. Messieurs, comment peut-on expliquer encore cette difficulté en XXIe siècle où les moyens techniques ont été véritablement améliorés? Alors, la plupart des difficultés ne sont pas réellement d'ordre technique parce que généralement, il y a contestation électorale dans un climat politique déjà délétère. Donc, ce ne sont pas les élections en réalité qui posent problème. Ce n'est pas l'organisation des élections, ce n'est pas les commissions qui posent problème. Mais il y a toujours problème parce que le climat politique national
est déjà problématique. Donc, quand des élections se déroulent dans ce contexte, toutes les institutions sont discréditées, quelle que soit la bonne foi de ceux qui assument ces responsabilités. Les institutions sont déjà à l'avance discréditées. Donc, ce qui rend tout compliqué. Et lorsqu'on regarde la contestation de ces élections, on se rend compte que généralement, il y a des élections qui sont contestées, quelles que puissent être par ailleurs les issues, parce que c'est des acteurs qui savent à l'avance qu'ils vont perdre et qui ont déjà préparé la contestation. Donc, on est dans des types de contestation qui font que il ne faut pas toujours prendre pour agent comptant le discrédit qui est jeté sur les institutions. Même si bien sûr, il y a des hommes qui parfois ne doivent pas être à ces postes-là et qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire là. Donc, ils le font très mal. La commission électorale, du moins les commissions qui sont chargées d'organiser les élections, reflètent ici un peu les institutions même des différentes républiques. Si nous avons des institutions beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, on aura sans doute une commission électorale beaucoup plus solide. Mais quand les institutions ne sont pas des institutions solides, quand le respect de la séparation des pouvoirs n'est pas strictement respecté, cela peut rejaillir sur la commission. C'est ce que je disais ici sur le plateau. Vous savez, le politique montre trois visages. À la conquête, à la conception de son pouvoir, il vend des idées, il est à la limite quelqu'un à qui on peut donner la communion sans confession. Après, il entre dans une dynamique de conquête du pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, la conserver, c'est là aussi qu'il nous présente un autre visage. Donc cette commission, la mise en place ou bien la gestion de cette commission fait partie des stratégies de gestion et de conservation du pouvoir, généralement du pouvoir en place, qui met tout en œuvre pour qu'il y ait des hommes acquis à sa cause, à cette commission. Quoique la commission détermine aujourd'hui, partout ailleurs, la transparence, le gage d'une élection réussie. Mais vous avez quand même l'air d'atténuer l'impact de ce recensement jamais actualisé en Afrique. Ça pose vraiment des véritables problèmes en termes de comptage des voix. Puisqu'il y en a des populations qui n'ont même pas le minimum requis, c'est-à-dire une pièce d'identité en cours de validité. On a des hameaux, des lieux complètement, on prend la RDC par exemple, qui est tellement dense, on a des lieux où il est impossible d'aller chercher ses électeurs. Ce n'est pas déjà à la base un problème important, ce recensement? Les problèmes, il y en a beaucoup en Afrique. Donc je pense que ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Et on ne peut pas espérer avoir des élections parfaites en Afrique à l'état actuel des choses. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Nous n'avons dans aucun pays africains aujourd'hui, il n'existe une démographie maîtrisée ou avec des indices complètement maîtrisés par les acteurs politiques. Donc de sorte qu'en réalité, on nage un peu à vue. Ce qui rend tout possible, évidemment, comme le disait tout à l'heure Thomas, du moment où on ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir à l'avance combien de votants il y a, la commission électorale peut en créer ou en supprimer, en faire ce qu'elle veut. Elle peut essayer, si elle est de mauvaise foi, d'empêcher des gens dans certaines régions de voter, parce que c'est arrivé que dans certaines régions, les gens n'aient pas eu la possibilité d'avoir leur carte d'électeur et d'aller voter. Donc, il y a tellement de problèmes, effectivement, qui sont liés à l'organisation des élections, mais ce ne sont pas des problèmes qui sont spécifiquement d'ordre politique. C'est des problèmes structurels sur lesquels on greffe des enjeux politiques ou alors qu'on exploite à des fins politiques. Maintenant, attendre que tous ces problèmes soient réglés pour régler les problèmes politiques, c'est complètement impossible. Alors, plusieurs leaders politiques issus de l'ère des partis uniques sont actuellement encore au pouvoir. On peut citer Denis Sassou Nguesso pour Congo-Brazzaville. On a aussi Paul Biya au Cameroun. Et puis, dans certaines dynasties, ce sont carrément les fils qui succèdent à leur père. On a les Gnassingbé au Togo, on a les Bongo au Gabon, on a aussi les Kabila en RDC. Messieurs, comment expliquez-vous cette pérennisation? Doit-on parler d'une stagnation de la gouvernance, Thomas Guessambi? Je te prendrai une minute ou moins peut-être pour revenir sur la question précédente en parlant naturellement de recensement. Ce qu'il est bon de retenir et de savoir, c'est que l'élection ne
se résume pas au jour du scrutin. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est tout un processus. Quand, depuis les années 90, de façon constitutionnelle, on s'est donné maintenant une mandature, soit de 4 ans, de 5 ans, logiquement, c'est tout un processus qui devrait nous emmener au jour du scrutin. Et même après la proclamation, les voies et moyens pour réclamer justice ou pas. Alors que on fait beaucoup plus focus sur le jour du scrutin, au point qu'on néglige ces aspects. Mais j'espère que dans l'évolution des choses, ces choses seront corrigées. Mais revenons naturellement maintenant à ceux qui incarnent le pouvoir. De la longévité, tout comme des dynasties. On en a vu un peu plus en Afrique du Nord, avec l'Égypte, avec la Tunisie, et naturellement en Afrique subsaharienne, ce que vous citez, Paul Biya, il y a le Tchadien, il y a Blaise tout récemment. Ce qu'on doit dire, c'est que selon qu'on soit fils du président ou pas, on est tous citoyens. Mais le problème ici, c'est comment est-ce que les élections sont organisées, comment est-ce que la transition est organisée, comment est-ce que le passage de témoins se fait. Si le fils du président, qui est citoyen de son pays, a des ambitions, je vais dire, cela se voit aux États-Unis, cela ne pose pas de problème à quelqu'un de savoir que Bush père était président, Bush fils, il y avait même un autre Bush qui était dans la course. Mais ce n'est pas des gouvernances successives. Oui, qu'elles soient successives ou pas, mais je vais dire, tant qu'il y a de la transparence, tant qu'il y a Vox Populi, Vox Dei, ça ne pose pas de problème. Mais c'est quand il y a des façons, ce que certains ont appelé une opération cosmétique pour légitimer un statu quo. Ça veut dire on a des manières d'organiser qui donnent systématiquement le fils du père à être président. Ça, ce sont des choses qu'on peut dénoncer. Mais en termes d'ambition, on ne devrait pas empêcher le fils d'un président d'avoir des ambitions pour pouvoir diriger son pays. Docteur Blenand. Je vais un peu dans le même sens que Thomas pour dire qu'en fait, en réalité, la longévité en elle-même n'est pas un problème. Il suffit juste qu'on se soit entendu sur les règles du jeu. Je prends le cas des monarchies. Au Maroc, ça ne gêne personne, que ce soit Mohamed VI qui soit roi. Ce n'est pas des républiques, c'est des monarchies. Voilà, et pas représentatives. Voilà, donc l'essentiel, c'est qu'on se soit entendu sur les règles du jeu. Si on s'est entendu pour instaurer une monarchie, il n'y a pas de problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des républiques. Et quand on est dans des républiques, la moindre des choses, c'est que le pouvoir ne se transmet pas de père en fils. Dans une république, ce n'est pas possible. Dans une république, le pouvoir passe par les urnes et non de père en fils. Et ce que nous avons ici, c'est qu'on est dans des républiques qui sont monarchisées. C'est-à-dire, on est dans des républiques où on se comporte comme des monarchies. Évidemment, dans la plupart de nos États, c'est comme ça. Tous nos chefs d'État, pratiquement, se comportent comme des monarques. Bon, ça, ce n'est pas de leur faute. Dans le système francophone, on l'a hérité de la Ve République, taillé sur mesure pour le général de Gaulle. Donc, ils sont tous des gaullistes. Ben, et les autres qui ne le sont pas, enfin, qui n'ont pas cette élégance, c'est-à-dire pour passer par les urnes, ils ramassent le pouvoir dès lors que le père a laissé. Quelle est la solution? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on a des cas, quand on s'est dit, bon, peut-être que c'est des épiphénomènes qui vont disparaître, mais à la lueur où vont les choses, on craint bien que ça ne s'installe, que ça ne devienne la règle du jeu, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer en Guinée équatoriale. Et puis, il y a beaucoup au Sénégal, États le fils Ouad peut revenir, succéder à son père. Voilà, donc c'est un problème sérieux, parce qu'il y a aussi la construction de la légitimité politique. On est dans des systèmes où on dit qu'ils fraudent, mais en réalité, dans la plupart des cas, ils n'ont même plus besoin de frauder. Enfin, je ne veux pas légitimer des pouvoirs, mais il y a des systèmes dans lesquels l'opposition est tellement affaiblie que quand le fils se présente, on peut crier, on peut prendre la rue, mais il gagne les élections parce que tout a été mis en place, tout le système a été corrompu pour que ça se déroule ainsi. Donc, c'est un vrai problème. Mais pour revenir sur les propos de Thomas, vous nous disiez qu'effectivement, on peut succéder à son père, qu'il n'y a pas de délit de patronyme. On l'a entendu dire par un des ministres de M. Gnassingbé. Mais il y a certainement un problème, cette longévité, là, vitam aeternam, puisque ça restructure la société. Les opposants en Afrique sont historiques, exilés, emprisonnés. Voilà, ça crée un schéma
politiques, culturelles, socio-culturelles, qui amènent toujours à répéter ces mêmes erreurs. Donc forcément, quelqu'un qui reste trop longtemps au pouvoir paralyse, en tout cas sclérose la vie démocratique. On est entièrement d'accord, Fatim, sur le point. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conservation du pouvoir. La conservation du pouvoir ne se fait pas par des enfants de cœur. Et cela passe naturellement par toutes sortes de stratégies. Tant qu'il y a des urnes dans une république, comme le dit Dr Blonon, et qu'il y a un processus qui est respecté, je vais dire ça ne pose pas de problème. Mais quand des clans, à partir du fils de celui qui dirigeait, disent qu'il nous faut conserver le pouvoir et que l'opposition est bâillonnée et que les médias d'État sont caporalisés et que le financement des partis n'arrive pas toujours et que bien d'autres points d'opacité entourent ce qu'on pourrait appeler des élections mais qui en sont des parodies, cela pose problème. Mais ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il m'est arrivé d'être reporter et d'être là où vous êtes quitté, comme dans bien de pays africains, où j'ai entendu des opposants au cours d'un meeting. Nous pensons que le fils de tel ne doit plus être président parce que son père a été président. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un argument? Non. Il y a un projet politique qu'on vend. On ne vend pas au peuple. Il faut que le fils de X quitte là. Mais on dit plutôt au peuple, voici ce que je peux apporter comme mieux-être pour la population. Et c'est là, moi, ma préoccupation. On a remarqué que sur le continent africain, les appartenances religieuses, ethniques, régionales, eh bien, parfois déterminent le vote. C'est-à-dire que le vote est plus tribal et ethnique que lié au programme d'un candidat. Alors, les élections dans de nombreux pays entraînent des affrontements politico-communautaires pouvant aller jusqu'à la guerre civile. Est-ce que le contexte démographique et socio-culturel en Afrique est compatible avec le système démocratique pratiqué ailleurs, finalement? Alors, vous posez un problème très sérieux parce que il y a deux choses qui sont fondamentales. La première, nous sommes dans un système démocratique. Et malheureusement, en Afrique, nous avons adopté la démocratie du fait majoritaire. La démocratie du fait majoritaire dit que c'est celui qui a le plus de voix dans les urnes qui gagne les élections. Or, nous sommes dans des contextes sociologiques qui ne permettent pas que cette démocratie s'exprime librement simplement parce que lorsque quelqu'un gagne les élections, c'est un clan qui gagne les élections. Et quand c'est un clan qui gagne les élections, c'est un clan qui perd les élections. Donc, il y a toujours polarisation sociale, c'est-à-dire vous avez des pays qui sont divisés autour des élections. Parce que, justement, celui qui perd les élections, ce n'est pas un individu qui perd, c'est son groupe social qui perd, c'est tout un groupe ethnique, etc., qui perd les élections. Donc, ça, c'est un premier problème qu'il faut régler, la démocratie du fait majoritaire. Deuxième chose, nous sommes dans des contextes où, que l'on veuille ou pas, tout ce qui permet de faire clivage politique en Afrique, c'est l'appartenance. C'est l'appartenance religieuse, c'est l'appartenance ethnique, etc. Or, la démocratie est un régime de clivage, c'est-à-dire la démocratie divise. Donc, quand on veut diviser, on divise en tenant compte de ce que chacun est. Dans les autres pays, ils ont eu la chance de dépasser l'appartenance et ils ont construit des partis politiques sur des clivages idéologiques. Donc, on a des conservateurs et puis on a des progressistes. Mais nous n'avons pas encore franchi cette étape. Donc, nos clivages ne sont pas idéologiques parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Tous nos intellectuels peuvent gesticuler, mais aucun d'eux n'est porteur d'aucune idéologie. Nos hommes politiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se réclamer libéral quand ça les arrange. Quand on lit bien leur politique, il n'y a aucun brin de libéralisme dedans. Donc, en réalité, il n'y a aucun clivage idéologique. Donc, faute de clivage idéologique, tout ce qui nous reste, mais c'est des clivages identitaires. Donc, on est soit du Nord, on est du Sud, ou on est de tel groupe ethnique, ou on est de telle religion, etc., etc. Donc, il faudra peut-être dépasser un jour ce clivage identitaire pour aboutir à des clivages idéologiques. Je voulais qu'on vienne aussi sur les ingérences extérieures, parce que là, on a parlé des problématiques internes, endogènes aux pays africains, mais il y a aussi souvent des interférences
de l'extérieur. Je voudrais qu'on regarde une petite vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, si j'ose dire, ces derniers jours concernant le président, et je veux votre réaction juste après. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Les propos du président Macron sont assez surréalistes. Il nous explique qu'il a mis la pression au président Paul Biya pour qu'il libère son opposant. Mais pourquoi voulez-vous que ces propos soient surréalistes? Il a parlé avec beaucoup d'assurance et on n'est pas ici dans la fiction. C'est ce qu'il a fait sans doute. Mais cela dit, il faut sans doute aussi que nos gouvernants, nos dirigeants actuels acceptent et intègrent qu'il y a aujourd'hui la démocratisation des supports de diffusion. Alors que hier, c'était un moyen de conservation du pouvoir, la caporalisation des médias d'État, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui donnent quand même la possibilité aux citoyens de s'exprimer en contournant les médias d'État qu'on pourrait caporaliser. Mais ici, ce qui heurte ici ma sensibilité, même si on n'est pas ici à un rendez-vous d'émotion, c'est le fait qu'un président de la République dise qu'il a fait de la pression sur un autre président d'un pays souverain. Et je trouve ça un peu insultant. Je vais dire, dans les rapports diplomatiques, cela ne devrait pas se dire. On pourrait peut-être dire à cet activiste, nous y travaillons, mais c'est à croire que Paris peut toujours faire la pluie et le beau temps dans les pays africains. Mais en même temps, pour des questions sécuritaires, on connaît la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région. En même temps, les Africains accusent la France et la France-Afrique de se mêler des problématiques de leur pays, de leur nation. Mais on est les premiers à réclamer leur aide. L'aide si utile de ce gendarme dans la zone sahélienne, aide aussi utile pour toutes les aides au développement. N'est-ce pas contradictoire? À la fois, on veut se débarrasser de la France sur les territoires africains, mais en même temps, pour preuve, cet activiste va voir le président français pour lui réclamer son aide et son intervention au Cameroun. Oui, alors d'abord, je considère pour ma part que c'est un montage de la cellule de communication de Macron qui a tout mis en œuvre pour que cet élément puisse se réaliser, parce que ce n'est pas possible que le président français soit interpellé comme ça et qu'il puisse répondre en direct. Ça n'a jamais été fait avant, donc je pense que... C'est le style Macron. Non, je pense pour ma part que c'est un montage, premier élément. Deuxième élément, je comprends très bien ce que dit Thomas quant à la souveraineté de l'État camerounais, et je sais combien on doit du respect aux Camerounais pour tout ce que ce pays apporte au continent africain. Mais malheureusement, je suis au regret de remarquer que si vous allez voler, même un enfant de 5 ans viendra vous taper, viendra vous chicoter, et vous n'en aurez que pour vos yeux pour pleurer, parce que ce qui se passe au Cameroun, si le Cameroun se met à un niveau où il doit recevoir des leçons de Macron, c'est-à-dire si le président Biya se met à un niveau où il doit recevoir des leçons de Macron, je suis désolé, il aurait fallu tout mettre en œuvre pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si vous faites vous organisez des élections, vous tripatouillez, vous faites ce que vous voulez, vous gagnez les élections comme vous voulez, mais n'importe quel chef d'État, quel que soit son âge, quel que soit son rang, va vous dire ce que vous n'aimeriez pas entendre. Donc je pense que ça ne serait jamais passé dans un pays où les élections sont correctes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nos chefs d'État aussi se prennent au sérieux s'ils veulent être pris au sérieux et s'ils veulent que leur pays soit pris au sérieux. Donc je pense que ça, c'est un problème. Pour, une seconde peut-être pour revenir sur votre question, quant à l'aide de la France. À l'aide de la France, c'est dommage pour les États africains, mais on en est encore là, on en a encore besoin. On en a encore besoin parce que nous avons des États qui n'ont pas encore les moyens de répondre à tous les enjeux. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui ne tient pas compte du niveau de développement des États. Les enjeux aujourd'hui sont globaux.
Le terrorisme ne demande la vie d'aucun pays. Le terrorisme ne vient pas frapper les plus forts seulement. Donc, les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'émanciper de la solidarité internationale. C'est de la solidarité et non du paternalisme. Mais bon, après, ça dépend de comment ça se fait. Moi, je voulais expliquer la chose sous deux aspects. Pourquoi on ne veut pas que la France s'immisce dans le débat politique, dans le choix de nos hommes et en même temps on recourt à la France. Ne négligeons pas les séquelles, ne négligeons pas le reste de la colonisation qui a fait de nous un précaré. Et ça, ce sont des expressions qui existent et que même des confrères journalistes français utilisent toujours. L'Afrique francophone, c'est le précaré français. N'oublions pas ici aussi que peut-être juste quand un passé récent où je ne saurais nous situer dans le temps, que pour qu'on soit président dans un pays, il faut qu'on ait été désigné par une cellule particulière de l'Élysée. Il faut que les choses soient validées avant que sur le terrain cela se joue. Donc, il y a encore cette culture-là, malheureusement. Mais à côté de cela, il y a l'aspect financement que vous dites aussi. Dès lors que vous tendez la main à quelqu'un, il y a le financement. Mais ici, ce qui peut surprendre dans ce cas de figure, quand vous regardez dans les annales du Cameroun, le Cameroun a toujours financé ses propres élections à partir des lois de finances du pays. Mais comme je le dis, il y a peut-être des non-dits qui font qu'un président français peut naturellement dire qu'il a mis pression sur son homologue et que cela puisse marcher. Mais cela dit, si nous sommes dans une dynamique de démocratie où notre légitimité est donnée par le peuple et non par l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'un président fasse la pression sur nous. Messieurs, merci de votre contribution. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur cette citation. En Afrique, on organise des élections quand on est sûr de les remporter, de Souleymane Diallo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.